Merci d'être là. Je suis heureux de m'adresser à vous pour parler un peu de cette langue française qui est l'objet de l'amour et de la passion de beaucoup d'entre nous et qui malheureusement est aussi l'objet d'un certain nombre de méprises et de confusions. Je vais essayer de lever les méprises et les confusions en parlant dans un premier temps de la situation de la langue française dont on ne sent pas toujours à quel point elle est englobée dans un ensemble d'une complexité énorme qui est celle du langage sur cette planète, avec des milliers de langues présentes, pour essayer de dégager quelle est sa place réelle. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus et il y a beaucoup de craintes injustifiées aussi. On entend parfois dire que le français risque de disparaître pour des raisons extérieures menacées par la langue anglaise, pour des raisons intérieures menacées par les mauvais usages. Et je pense que c'est un fantasme et une crainte cauchemardesque très excessive, dans la mesure où des langues qui sont beaucoup moins importantes, beaucoup moins pratiquées sur la planète, sont dans des situations précaires, mais résistent envers et contre tout pendant très longtemps, à condition qu'elles aient une écriture, et c'est un des thèmes que je vais aborder tout à l'heure. Donc en introduction, la langue française parmi des milliers d'idiomes. La question qui se pose avant tout, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une langue. Ça semble simple, mais c'est très compliqué. Vous savez sans doute, si vous avez fait un peu de linguistique, qu'une des choses les plus difficiles à définir en linguistique, c'est le mot. Or, le mot est la chose la plus simple du monde pour les utilisateurs, pour les locuteurs normaux, je vais dire. Et il en va un peu de la même façon pour la langue. On confond très souvent la langue avec les dialectes, avec les patois. On confond la langue avec les usages surtout. Et là, il s'agit d'entités qui sont entièrement différentes et qui se manifestent d'une façon très variable selon les langues en question. Ensuite, j'irai le plus vite possible pour essayer de parcourir l'aventure de la langue française qui montre à quel point la variété et la variation est inscrite dans son origine et dans son histoire. Ce n'est pas une originalité. Toutes les grandes langues qui se sont diffusées au cours des siècles sont dans une situation comparable, sinon identique. Ensuite, cette variété inscrite dans l'histoire, on va la retrouver dans les usages d'aujourd'hui, dans la période contemporaine et dans le monde d'aujourd'hui, puisqu'il existe quelque chose qui est défini de manière imprécise et souvent controversée sous le nom de francophonie. Et je reviendrai là-dessus. Enfin, derrière la variété extrême des usages du français, il y a une unité, mais cette unité est plus profonde. Elle réside dans la syntaxe, elle réside dans un certain nombre de caractéristiques qui permettent d'opposer le français à toute autre langue. Et toute grande langue ne se définit que par rapport à celle qui l'entoure, parce que sinon, il y aurait un continuum de compréhension, ce qui n'est pas le cas. Les incompréhensions internes de chaque langue, j'y reviendrai tout à l'heure, sont aussi un problème, mais elles sont beaucoup plus superficielles et on peut les surmonter assez facilement. Alors, la place du français, voilà, il y a une forêt de langues naturelles aujourd'hui qui sont plusieurs milliers. On entend souvent dire 3000 langues sur la planète. Il faut bien préciser que c'est un chiffre étonnamment approximatif pour une raison très simple, c'est qu'on a beaucoup de mal à définir ce qu'est une langue par rapport à un dialecte. C'est par exemple très vrai en ce qui concerne les parlers en usage en Afrique ou en Nouvelle-Guinée ou dans des régions où on est très étonné d'apprendre que par exemple il y a plus de 300 langues au Cameroun, ce qui paraît peut-être un petit peu surestimé. Il doit y avoir là-dedans des langues qui se sont un peu différenciées d'un village à l'autre et qui sont plutôt des dialectes de la même langue. Mais enfin, elles sont nombreuses, c'est un fait évident. Les plus nombreuses sont bien sûr dans les civilisations sans écriture. À partir du moment où une écriture vient fixer
une façon d'échanger, d'exprimer ses sentiments et d'échanger et de communiquer avec les autres membres d'une communauté, les choses sont toutes différentes parce qu'il y a une mémoire de la langue, parce qu'il y a une fixation et parce qu'il y a une réduction de la variabilité individuelle et collective. Donc là, il faut immédiatement penser que, par exemple, dans les langues sans écriture, on est autour d'1 millier de langues estimées par les spécialistes pour la famille de langues bantoues en Afrique. Là aussi, c'est probablement surestimé, mais en tous les cas, elles sont certainement plus de 500, ce qui est hallucinant par rapport aux normes européennes ou asiatiques, par exemple. Alors, quelle est la grande géographie des langues? Je rappelle des choses qui pour certains sont familières, pour d'autres pas, mais dont la synthèse est évidemment très difficile à faire. Par exemple, l'Europe possède une trentaine de langues nationales, dont le français fait évidemment partie, plus un certain nombre de langues régionales qui sont très difficiles à définir. Et c'est peu de choses par rapport à d'autres continents, et même à d'autres États, puisque, je vous donne un exemple précis parce qu'il est très très impressionnant, l'Inde a 13 langues qui sont appelées dans la constitution indienne, qui est fédérale, des langues constitutionnelles. Il y a donc 13 langues qui non seulement sont nationales, mais qui sont considérées comme des langues à part entière pour une communauté, soit un État indien, soit plusieurs États, soit une partie d'un État, mais une partie importante, parce que ça porte, le total, c'est quand même 700 millions d'habitants, donc ça fait quelque chose d'assez considérable. Et plus 25 langues dites tribales, ce qui est une très mauvaise définition à mon avis, parce qu'on aurait pu dire langue ethnique, par exemple, qui aurait été plus correcte, qui sont des langues qui ne sont pas des langues constitutionnelles, mais qui sont parlées par des populations qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes et qui ont donc une valeur, si vous voulez, comparable à celle d'assez grandes langues européennes. L'Inde n'est pas la seule à avoir plusieurs langues pour un seul État. Il y a très près de nous l'exemple de la Suisse et de la Belgique, sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Mais ceci débouche sur quelque chose qui est une illusion naïve, qu'on ne pratique pas dès qu'on a une certaine connaissance des choses, mais qui quand même est toujours plus ou moins rampante, qui est l'illusion que la langue correspond à un pays, que le français est la langue de la France, que l'allemand est la langue de l'Allemagne. Tout ça est toujours faux, parce que le français est aussi la langue du Québec, le français est aussi la langue seconde de beaucoup de pays africains, et on rejoint cette idée de francophonie, et l'allemand est la langue de l'Autriche, malgré la différence des passeports. Donc cette identité est très apparente, elle est d'ailleurs facilement dénonçable sur le mode comique quand on parle du belge ou du suisse, ça fait sourire, et évidemment ça ne correspond à aucune réalité. Par rapport à l'Europe, avec ses 30 langues nationales, on en a plus de 600 en Asie, mais seulement 30 officielles, comme les 13 de l'Inde dont je viens de parler à l'instant. En Afrique, ce sont des centaines de langues, je l'ai dit tout à l'heure, et par exemple, à ces langues se sont ajoutées dans le nord de l'Afrique et même dans l'ouest, une langue véhiculaire qui est extrêmement importante, souvent pour des questions religieuses, qui est l'arabe. Le berbère est aussi une langue qui est très parlée dans le Sahel. Et puis, naturellement, l'anglais, le français, qui sont venus à l'époque de la colonisation, au XIXe siècle, s'ajouter à ces langues et jouer un rôle complémentaire dans la communication mondiale, par exemple, en donnant des possibilités d'expression supplémentaires, mais en même temps en venant perturber les langues maternelles. Donc, il y a aussi quelque chose qu'on voit immédiatement avec ce tableau, très simplifié pourtant, c'est qu'un Africain est quelqu'un qui dispose toujours de plusieurs langues. Il y a la langue de son village, qui est sa langue maternelle, en général une langue véhiculaire africaine qui est parlée de manière plus importante,
Par exemple, beaucoup parlent wolof au Sénégal, pays que je connais assez bien, même quand la langue maternelle est le peul ou le sérère. Léopold Sédar Senghor, avec pour langue maternelle le sérère, et c'est pourtant lui qui a considéré qu'il fallait privilégier une langue parmi toutes celles qui sont parlées au Sénégal, qui n'est pas un pays extrêmement peuplé, pour donner la préférence au wolof, qui passe pour la langue véhiculaire de l'ensemble du pays, encore qu'il n'est pas parfaitement connu dans les régions, par exemple, Peul, à la frontière de la Guinée-Bissau, où les gens, je peux en témoigner personnellement, parce que j'y ai séjourné, parlent très peu d'autres langues que le Peul, et préfèrent souvent avoir affaire aux Français, quand ils sont cultivés, qui sont allés à l'école, qu'au Wolof, qui pour eux est aussi une langue étrangère. Donc les choses sont toujours beaucoup plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Et puis reste l'Amérique, avec ces deux continents. Au nord, il y a 250 millions de personnes qui parlent l'anglais et il y a 6 millions de personnes, ou un peu plus, qui parlent le français. Essentiellement au Québec, mais pas seulement. On oublie très souvent l'Acadie, c'est-à-dire en termes de provinces. Vous savez que les provinces sont en fait des États fédéraux au Canada. Le Nouveau-Brunswick a 40% de sa population où l'on parle français à la maison. Voilà. Ça, c'est une chose qui n'est pas tellement repérée en France. Et il y a par exemple une grande université francophone en Ontario qui est très majoritairement anglophone. Mais les choses sont plus complexes là aussi qu'elles n'en ont l'air. Quant au sud et au centre, tout le monde sait qu'il y a environ 150 millions de personnes qui parlent espagnol et 150 millions de personnes qui parlent portugais. C'est énorme. Et au-delà de ça, il y a évidemment les langues amérindiennes. Là, on a des très grandes difficultés d'estimation, mais enfin, il y en a plus de 200 certainement, alors que les langues amérindiennes de l'Amérique du Nord, qui sont connues par les westerns en particulier, sont moins de 50, et beaucoup ont disparu. Quant à l'Océanie, la Nouvelle-Guinée et l'Australie, on sait que les langues autochtones sont toujours très menacées, et en général, une langue étrangère venant d'Europe, notamment l'anglais pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a pris le dessus à peu près complètement. Il y a un cas très particulier qui est celui de l'Afrique du Sud, pour revenir une seconde à l'Afrique, c'est qu'on y parle évidemment des familles de langues qui sont très différentes des langues bantoues ou des langues de l'Ouest, qui sont les langues Koine, et ces langues sont par exemple le zoulou, le hotanto, etc., qui sont des langues très très particulières par leur phonétique, elles ont des caractéristiques qu'on ne voit pas ailleurs, et qui sont confrontés et souvent dominés par l'anglais, ça tout le monde en est conscient en Afrique du Sud, mais aussi par l'afrikaans, qui est une forme de néerlandais qui s'est acclimaté à l'Afrique du Sud, c'est la langue des Boers, des Boers, et qui a donné une littérature et qui a donné aussi l'expression de quelque chose de beaucoup moins sympathique qui est l'apartheid. Voilà, donc cette histoire des langues révèle des quantités de choses et en même temps elle est d'une complexité terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe par exemple si on veut classer un petit peu les langues suivant leur situation, les risques qu'elles rencontrent et le pouvoir qu'elles peuvent avoir? D'abord, on nous parle souvent de langue en péril, et on a raison. C'est une dénonciation qui est faite très souvent, et on sait que parmi les 2 ou 3 000 langues, disons, sans préciser, sur la planète, il y en a une centaine qui disparaissent tous les ans. C'est quelque chose d'incroyable, mais ce sont évidemment toujours des langues sans écriture, des langues qui sont parlées par des petites communautés, par exemple des langues amérindiennes de l'Amazonie, du Brésil, où en même temps que ces régions sont secouées par une évolution colonialiste et économique assez terrible, dans laquelle l'exploitation des terres fait que les conditions de vie normales des autochtones disparaissent, et qui sont obligés de s'acclimater. Et là, au Brésil, ça va être le portugais qui va remplacer ces langues qui risquent de disparaître et qui sont parfois parlées par quelques locuteurs. Alors, pour rendre un petit peu moins
sévère cette présentation, je vais vous donner une anecdote sur la disparition d'une langue pas très loin de chez nous, en Europe, parce qu'on sait qu'il y a des langues qui disparaissent au Caucase. Beaucoup ont été étudiées par Dumézil, ici en France, qui était en cours de disparition avec très peu de locuteurs qui restaient. Mais il y a une langue qui donne lieu à une anecdote que les linguistes aiment à rappeler parce qu'elle est cocasse, mais en même temps dramatique, à l'intérieur d'une situation dramatique, c'est le celtique, une langue celtique qui était parlée dans l'île de Man, au sud de l'Angleterre. Vous savez que les langues celtiques ont été refoulées par l'anglais, mais enfin, il reste l'irlandais, il reste le gallois, il reste les parlers des Highlands écossais, qui sont avec une certaine vitalité, et pour l'irlandais, évidemment, soutenus par l'indépendance de l'Irlande, alors que l'Ulster reste dominé par le Royaume-Uni. Alors, cette langue celtique de l'île de Man était en perdition, il n'y avait plus que quelques personnes qui la parlaient, et les derniers locuteurs étaient un couple, un ancien marin et une très vieille dame, qui discutaient encore chez eux dans cette langue celtique, proche du gallois, mais un peu différente, et plus personne ne la parlant autour d'eux. Et ces bonnes gens avaient un perroquet, ramené par le marin, l'ancien marin, de périple en Amérique du Sud, au Brésil. Et le perroquet brésilien, comme tout perroquet, répétait des phrases, il répétait les phrases qu'il entendait, et quand les deux personnes ont vieilli, puis ont disparu et sont mortes, il n'y avait plus qu'un locuteur artificiel de cette langue celtique, c'était le perroquet. C'est une anecdote qui aurait beaucoup plu à Victor Hugo, comparable au recul du français dans les îles anglo-normandes, auquel on peut assister quand on va à Jersey ou à Guernesey. Il n'y a presque plus personne qui est capable de parler en dialecte jersiais, qui était très proche du normand voisin, et qui est en train de disparaître. Mais là, il n'y a pas de perroquet pour garder le souvenir et ce patrimoine. Alors évidemment, la situation est tout à fait différente parce qu'au lieu des perroquets et des magnétophones à une époque récente, il y a quand même un système qui est beaucoup plus puissant et qui, lui, a conservé la mémoire de langues qu'on dit mortes et qui ne le sont pas tellement que cela, puisqu'on peut les lire, c'est l'écriture. À partir du moment où existe une écriture, évidemment, le souvenir de la communication, des expressions, du sentiment, de la poésie, du savoir sont fixés. Je ne dirais pas à tout jamais, parce que rien n'est éternel, mais enfin pendant très très longtemps, et peuvent avoir une influence énorme. Un cas qui va nous ramener à la langue française et qui est très évident, c'est celle du latin. Le latin est très loin d'être une langue morte, ne serait-ce que parce qu'il a donné naissance à l'ensemble des langues romanes, ne serait-ce que parce qu'il est toujours connu en traduction et parfois dans la langue originelle. Il y a encore beaucoup d'Italiens qui savent du latin et qui peuvent lire Virgile dans le texte. Malheureusement, en France, enfin je dis malheureusement, pour dire comme tout le monde, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Mais cela dit, si on peut le lire en bonne traduction, rappelle que les principaux poèmes de Virgile ont été traduits par Paul Valéry, ça reste quand même quelque chose qui est digne de lecture. Mais enfin, sans écriture, on voit à quel point les langues sont fragiles. Donc le français étant depuis fort longtemps une langue écrite et ayant hérité cette façon d'écrire du latin, comme il a hérité d'une certaine forme de latin, j'y reviendrai, son existence même, le français ne fait pas partie des langues en péril a priori, car je n'ai pas connaissance qu'une langue écrite et pratiquée par plus de 10 000 personnes ait disparu. Et quand on me dit que le français est en danger de disparaître dans le millénaire suivant, ça me paraît assez absurde quand on voit que, par exemple, une langue comme l'albanais, avec sa littérature, avec son passé, avec le fait, et qui n'est pas parlé seulement en Albanie, on le sait très bien avec les événements politiques qui se sont passés au Kosovo et ailleurs, l'albanais est une langue qui est parfaitement vivante. Donc on voit vraiment pas comment on pourrait soutenir, ni un historien, ni un sociologue, que alors que l'albanais va se porter très bien pendant les quelques siècles qui
vont venir, le français disparaîtrait. Ça serait tout de même assez paradoxal. Parmi les langues du monde, donc, dont je viens de parler, on peut les classer suivant l'importance des locuteurs. Et à ce moment-là, il y a un champion toute catégorie, c'est, vous allez peut-être ne pas reconnaître son nom, le Putonghua. Putonghua, c'est la langue officielle, la langue du pays, c'est le chinois. C'est le chinois que nous appelons, par tradition, le chinois mandarin. Il est parlé par plus d'1 milliard de personnes. Et évidemment, aucune langue ne peut concurrencer cette quantité. Une deuxième langue par importance, c'est l'anglais, mais sur les 600 millions d'anglophones, il n'y a quand même que 350 millions pour qui c'est la langue maternelle. Pour les autres, c'est une langue seconde ou une langue officielle partagée avec une autre langue. On oublie les grandes langues asiatiques, l'ensemble formé par l'hindi, qui est la première des langues constitutionnelles de l'Inde, ça représente quand même 450 millions de personnes. Vient ensuite l'espagnol avec 350 millions grâce à l'Amérique latine, le russe qui a atteint 290 millions, dont 160 millions de langue maternelle, parce que l'URSS, ayant imposé le russe dans énormément de pays, du Caucase, de l'Asie centrale et jusqu'à l'Extrême-Orient, en Sibérie, les langues locales ont été envahies par le russe, qui est une des grandes langues coloniales du monde. Et puis, je vous passe les autres chiffres, mais enfin, l'indonésien, le portugais à cause du Brésil, l'arabe, le bengali ont tous plus de locuteurs que la langue française. Donc, dans ce domaine-là, quantité de locuteurs, le français arrive en 13e ou 14e position. Ça n'est pas une des langues les plus parlées du monde. Il y a tout de même 80 millions de personnes qui parlent le français comme langue maternelle, ce qui n'est pas rien, et 150 millions qui le parlent plus ou moins parfaitement comme langue seconde, et parfois ils le parlent si parfaitement que des grands écrivains sont de langue maternelle arabe, ce sont des Libanais, ce sont des Maghrébins, ou de langue maternelle africaine, c'est Léopold Sédar Senghor ou quelques autres. Et ça représente évidemment une richesse culturelle et patrimoniale que très peu de langues peuvent avoir. Et en effet, lorsqu'on se demande quelles sont les langues les plus répandues comme langue officielle veut dire soit langue nationale, soit langue reconnue par l'État comme étant une langue de communication à un certain niveau, le français arrive en seconde position. L'anglais est parlé dans 47 pays, le français dans 40 pays. Et tout de suite après vient l'arabe, seulement dans 21 pays, l'espagnol dans 20 pays. On dirait que ça n'a pas grand sens, parce qu'il y a des grands pays et des tout petits pays, mais ça veut quand même dire quelque chose. Cette variété d'implantation fait partie justement de ce programme de la variété et de la variation des langues sur le plan géographique, qui est le sujet que je voulais aborder pour le français. Alors, à l'histoire de la variété des langues dans le monde et de leur situation réciproque, on va dire, il y a aussi le problème des écritures. Et très souvent, on mélange un petit peu les deux et on n'a pas une idée très exacte. Vous savez que dans le monde actuel, il n'y a plus que 2 très grands pays qui représentent une quantité de locuteurs immense, plus d'1 milliard, qui ont recours non pas à une langue phonétique, c'est-à-dire alphabétique, mais à une langue qui est à la fois phonétique et sémantique, dans laquelle les signes de l'écriture ont une signification et sont classés autrement que notre commode classement alphabétique. C'est évidemment la Chine et le Japon. La Chine depuis les origines et le Japon depuis l'influence à la fois religieuse du bouddhisme et culturelle de la Chine dans le territoire japonais, qui a abouti à la domination du système d'écriture chinois, alors que le chinois et le japonais n'ont strictement aucun rapport en tant que langue. Mais alors, arrive quelque chose qui, moi-même, m'a terriblement étonné. J'étais avec un ami japonais en Chine et je le voyais être capable de déchiffrer
assez correctement un journal chinois. Et je lui disais, mais c'est pas ta langue, tu parles japonais, tu parles pas chinois. C'est deux langues aussi différentes que le français du russe, et même encore plus différentes, puisque le français et le russe sont deux langues indo-européennes. C'est encore plus différent. Et il m'a dit, oui, mais les caractères chinois ayant été adoptés au Japon, quand on écrit en caractère chinois, ce qui est le cas de tous les gens cultivés, ou quand on veut avoir une belle écriture, parce qu'il y a aussi des syllabaires qui ressemblent qui sont des écritures phonétiques, et les Japonais sont probablement les seuls à avoir à apprendre, quand ils sont enfants, 3 systèmes d'écriture à l'intérieur de leur propre langue, ce qui est un record, je pense. Et ça veut dire qu'un Japonais cultivé comprend un journal chinois à 50 ou 60% au moins, parce que chaque clé de caractère correspond à un concept fondamental, et qu'avec l'articulation de ces concepts dans une langue, le japonais a une syntaxe qui est pas comparable à la nôtre, mais qui est articulée. Le chinois, au contraire, est une langue qui juxtapose des concepts sans syntaxe du tout. Il n'y a pas de... C'est un nom, ça peut être un nom ou un verbe indifféremment. Ce sont les idées qui prévalent sur les formes. Mais on leur donne une forme avec le caractère, et le caractère transmet un message parfaitement compréhensible, ce qui fait que si les Chinois avaient envahi l'Europe, il serait très possible de comprendre le chinois et d'avoir une intercompréhension entre toutes les langues qui auraient acquis cette écriture. Au contraire, quand on a affaire à une écriture syllabaire, c'était le cas dans l'Antiquité souvent, ou a fortiori à une écriture alphabétique, c'est-à-dire où chaque signe correspond a priori à un phonème de la langue, à ce moment-là, aucun sens ne passe. Donc, la langue est écrite d'une façon, ça n'aide pas du tout à la compréhension pour ceux qui possèdent un autre système linguistique. Donc, le français, comme toutes les langues alphabétiques, se trouve dans une espèce d'isolat artificiel phonétique qui est que son écriture ne dit rien de plus que sa prononciation. Et alors en plus, par le fait de l'histoire et des évolutions, cette prononciation n'est plus représentée de manière normale. Quand on écrit doigt, il faut mettre un G, on ne le prononce pas, bien entendu. On écrit oi, qui devrait se prononcer oi, et qui se prononçait comme ça, oi, plus tard oué, jusqu'au XVIIe siècle, et qui maintenant se prononce oua. Bon, c'est très arbitraire, et ça vient de l'histoire de la prononciation. Le G correspond à l'origine qui est digitum, l'accusatif de digitus latin qui veut dire le doigt, bien sûr. Et donc nous avons, quand nous écrivons doigt, un élément étymologique qui est là, devant nous, auquel on est habitué. Si on écrit doigt, D-W-A, on va montrer qu'on ne connaît pas bien le français. Et pourtant, c'est comme ça que ça devrait être écrit, et c'est au début, en très ancien français, l'équivalence est totale entre l'écriture et la prononciation. C'est exactement comme on a une correspondance absolue entre la prononciation et l'écriture dans les langues qui sont notées artificiellement de l'extérieur, par exemple les langues amérindiennes, sur lesquelles on va plaquer l'écriture avec les sons de l'anglais en général, si c'est en Amérique du Nord, ou avec les sons de l'espagnol, si c'est en Amérique latine, pour avoir quelque chose qui sera fixé et où on pourra alphabétiser les gens qui parlent. Donc il faut bien distinguer les écritures suivant qu'elles ont une longue histoire ou pas. Le cas du français avec son doigt est très comparable à celui de l'anglais, où on prononce knife, mais il faut mettre un K au début, qui correspond à l'ancien anglais, et qui a disparu corps et bien au cours des âges. Donc le rapport entre l'écriture alphabétique et la prononciation, il est compromis par l'histoire, mais au départ, il est total, et il peut être réacquis. Il y a un exemple historique qui est extrêmement intéressant, qui est celui de l'espagnol. L'espagnol était à peu près dans la même situation que le français ou que l'anglais, pas que l'anglais quand même, que le français, on va dire, au XVIe siècle, mais par un effort volontaire qui a été tenu par l'Académie royale espagnole, on est arrivé à une simplification qui fait que
Vous ne connaissez pas l'espagnol, on vous dicte un texte, vous l'écrivez selon ce que vous entendez et vous faites assez peu de fautes. Alors que si vous faites le même exercice avec l'anglais, avec le russe ou avec le français, c'est à peu près incompréhensible. Donc le rapport entre oral et écrit est très différent suivant les langues, et en français il n'est pas le meilleur du monde parce que il est complexe, c'est-à-dire qu'il a des aspects phonétiques, mais il a des aspects étymologiques. Il a le souvenir des anciennes prononciations, parfois disparues depuis 500 ans, depuis 600 ans, depuis 700 ans. Voilà. Bon, maintenant, quand on compte les langues, quand on les oppose, on peut se poser tout de suite la question, qu'est-ce que c'est qu'une langue? Alors, la réponse des linguistes est très simple, c'est un système de signes qui permet l'expression individuelle et collective et la communication, cette communication créant des liens à l'intérieur d'un groupe humain et permettant évidemment une action commune. C'est ça la base sociologique de la langue. Mais quelle est la différence entre une langue et un dialecte? Linguistiquement, il n'y a aucune différence. Albert Dauzat, qui est un ancien spécialiste de la linguistique qui était extrêmement connu dans les années 30 ou 40 parce qu'il avait une très très grande activité de vulgarisation, avait coutume de dire qu'un patois est une langue qui a eu des malheurs. On pourrait dire de la même façon qu'une grande langue comme le français est un dialecte qui a eu de la chance. Et c'est exactement la façon dont ça s'est passé. Donc, toute langue, tout système de communication par des signes de la parole, soit qu'il soit rendu par un système graphique, c'est l'écriture, soit même s'il n'est pas rendu par ce système graphique, c'est le cas de la majorité des langues, on l'a dit tout à l'heure, ce système-là aurait droit au titre de langue, si ce n'est pas pour des raisons sociologiques et historiques. Pas pour des raisons de communication, pas pour des raisons de structure, pas pour des raisons de capacité interne. La capacité interne d'un patois parlé dans un petit village et pas à côté est la même que celle d'une langue comme le français ou comme l'anglais. Mais évidemment, à partir du moment où le nombre de locuteurs augmente, où les possibilités de communication s'élargissent, où des cultures différentes sont impliquées, ce qui va être le cas pour les langues qui dépassent leur territoire de départ, ce qui est le cas pour toutes les grandes langues sur la planète, les choses vont être extrêmement différentes. Donc là, on est obligé de distinguer quand on parle d'une personne qui possède une langue, selon que c'est une langue maternelle, c'est-à-dire que c'est la première langue apprise dans l'enfance, selon que c'est une langue officielle qui est pratiquée de manière courante et quotidienne, une langue seconde par exemple, le cas du français ou de l'anglais de très très nombreux Africains, des centaines de millions, selon que c'est une langue apprise et maîtrisée imparfaitement, nous le savons quand nous faisons de l'anglais, de l'italien ou de l'allemand, on sait qu'on est très bien capable d'avoir des connaissances théoriques sur cette langue si on a été à l'université, mais qu'on ne sera jamais capable de communiquer avec elle comme le font les gens dont c'est la langue maternelle. Et le fait d'avoir plusieurs langues maternelles est évidemment une chance extraordinaire. C'est assez rare, mais ça existe dans certaines structures sociales dans lesquelles la langue est par exemple une langue très complexe, très riche, mais qui n'est pas parlée par beaucoup de monde. On dit très souvent que les Hongrois sont extraordinairement doués pour les langues. Ça ne veut rien dire d'autre que le fait que si on est hongrois, on sait qu'on ne va pas pouvoir s'exprimer en hongrois en dehors de la Hongrie, parce que d'abord c'est une langue qui n'est pas une langue indo-européenne en Europe, qui représente une étrange exception. Et ensuite, on est amené par contact de langue, par proximité, par influence culturelle, à pratiquer soit l'allemand, soit l'anglais, parce que l'anglais a une influence mondiale, soit d'autres langues si on les a choisies ou suivant la structure de la famille. Alors ce système structuré qui est une langue
évidemment, on voit bien qu'il n'est pas entièrement de la même nature. La partie la plus profonde, et c'est là qu'on va trouver tout à l'heure le problème de l'unité profonde du français, comme pour d'autres langues, c'est évidemment la syntaxe, c'est-à-dire ce qui permet de fabriquer des phrases en quantité indéterminée, indéfinie, par rapport à un ensemble de règles qui, elle, est en quantité finie. Même si les règles comportent de nombreuses exceptions, il y a toujours un élément de régularité là-dedans. Inversement, du côté de la prononciation, on sait que les différences personnelles, les différences sociales, les différences géographiques vont être de plus en plus grandes et qu'il y a des façons de prononcer la même langue qui rendent presque la communication difficile, sinon impossible. Le français qui débarque pour la première fois au Québec et qui a affaire non pas à des gens cultivés et urbanisés à Montréal, mais à des paysans au bord du Saint-Laurent ou à des ouvriers, par exemple, aura beaucoup de mal à les comprendre, alors que eux le comprendront parce qu'ils ont l'habitude, par la radio, par la télévision, d'entendre une forme de français qui est intermédiaire entre leur langue naturelle et spontanée et la langue définie comme le français abstrait et qui est celui de Paris. Et là aussi, on va voir que les problèmes sociologiques que pose cette variation et la réduction de cette variation sont considérables. Donc, pour s'en sortir, les théoriciens ont trouvé quand même, je crois, la bonne solution. Un linguiste d'origine roumaine, mais qui était surtout qui a travaillé à Montevideo, puis en Allemagne, qui s'appelle Eugenio Coseriu, a une théorie qui me paraît extrêmement solide, dans laquelle il y a 3 niveaux très très distincts, qui sont la langue comme système abstrait, qui n'est jamais observable directement, et qui est une sorte de construction de l'esprit, les usages qui sont la réalisation de ce système abstrait par une communauté sociale définissable, par exemple l'espagnol du Venezuela, dans son cas, c'est un des premiers qui a étudié les variations de l'espagnol à l'intérieur de l'Amérique latine. Et la définition, justement, il s'agit toujours de la langue espagnole, mais ce sont des usages différents. Et nous avons la même problématique pour le français quand on parle du français de Nouvelle-Calédonie, du français de Polynésie, du français employé au Maghreb, du français d'Afrique de l'Ouest, du français des Caraïbes, en bilinguisme constant avec un des créoles, et le français, bien sûr, du Québec et du Nouveau-Brunswick. Donc, on voit bien que là, il s'agit d'usages qui sont extrêmement différents, culturellement, géographiquement, socialement aussi, mais d'usages qui peuvent communiquer entre eux parce qu'ils réalisent le même système profond qui est le système grammatical d'une langue. Et là, les oppositions vont se faire beaucoup plus facilement, mais j'en reparlerai quand j'aborderai le problème de l'unité, justement, entre une langue comme l'allemand, par exemple, qui met le verbe à la fin de la phrase, et les langues qui mettent le verbe entre le sujet et le complément. C'est vrai que la manière de penser n'est pas la même, la représentation de la temporalité diffère, et que la façon de structurer sa pensée est largement différente. Mais de toute façon, dès qu'une langue est parlée par un grand nombre de locuteurs, et dès qu'elle a une longue histoire, la variation est absolument inévitable, obligatoire, et s'applique à toutes les langues, et même aux langues sans écriture, parce que pour les langues avec écriture, c'est d'autant plus évident qu'un type de variation très important, qui est la variation dans le temps, on sait très bien qu'on ne parlait pas sous Louis XIV à Paris, comme on parle à Paris aujourd'hui, et cette différence n'est enregistrée que parce qu'il y a une langue écrite, parce que nous pouvons entendre aujourd'hui quelque chose de très étrange finalement, qui est l'utilisation littéraire et poétique d'une langue qui était parlée spontanément et que nous ne connaissons plus, et qui n'est pas enregistrée parce qu'il n'y avait pas de système d'enregistrement, et que l'écriture est incapable de marquer dans ses variations. Les variations étaient très grandes. C'est vrai qu'une fable de La Fontaine lue avec l'accent
de 1680, elle nous ferait rire, probablement, et on ne la comprendrait pas complètement, c'est absolument certain. Par contre, l'écriture fait qu'il y a une pérennité, et c'est pour ça qu'on peut avoir à la télévision une pièce de Molière avec des mises en scène qui peuvent actualiser les choses jusqu'au très présent par un contrôlé, mais au contraire un texte auquel on refuse de toucher. Et je fais souvent une remarque qui me paraît de nature assez paradoxale, qui est que quand on a affaire à des traductions, prenons l'exemple de Shakespeare, à chaque époque, on a des traducteurs qui travaillent dans un français qui est celui de leur temps et qui est donc extrêmement différent. Les premières traductions correctes de Shakespeare en français, parce qu'il y avait des adaptations en vers qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'original, ça se passe à la fin du XVIIIe siècle. Mais après, il y a eu de très grands traducteurs au XIXe siècle et au XXe siècle, ne serait-ce qu'André Gide, dont Antoine et Cléopâtre est un très bel exemple de très beau français au service du texte de Shakespeare, ou Yves Bonnefoy qui a fait des merveilleuses traductions et des sonnets de Shakespeare et des principales pièces. Or, chaque époque va avoir un Shakespeare qui va être dans sa langue de son temps, Shakespeare en italien, Shakespeare en russe, Shakespeare en japonais. Par contre, les Anglais vont être les seuls à avoir un Shakespeare qui ne va pas bouger. Et ils vont donc écouter la transcription avec une prononciation différente, bien entendu, modernisée, mais avec des contenus, par exemple, de lexique, de façon de parler, de manière de dire, qui ne sont plus du tout comprises par l'anglais contemporain. Ce qui n'empêche pas le succès des pièces de Shakespeare encore aujourd'hui. On a le même phénomène en français, spécifiquement avec Molière. Le cas de Molière, passer du Molière à la télévision, par exemple l'Avare, avec le texte original, c'est déjà passer au-dessus de difficultés de compréhension considérables. Et si Molière était joué avec l'accent de l'époque, là je ne vous dis pas, la compréhension deviendrait voisine de zéro. On aurait presque la même impression que si c'était une langue étrangère. Et pourtant, derrière cette variété dans le temps, existe une durée qui fait que le français de Molière est du français, comme le nôtre est du français. Alors qu'on ne pourra pas dire la même chose du français du XIe et du XIIe siècle, qui est une langue vraiment différente. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas une question de prononciation, on vient de le voir, la prononciation change continuellement, et même la prononciation du début du XXe siècle par rapport à celle du début du XXIe est profondément différente. Ça n'est pas une question de lexique, parce que lui, le lexique, alors il est bouleversé périodiquement et il bouge à toute allure, j'en sais quelque chose, et c'est un travail d'enfer que d'essayer de suivre ce mouvement dans les dictionnaires. C'est une affaire de syntaxe, de grammaire. Et dans la syntaxe et dans la grammaire, il y a des persistances. Il y a des durées qui sont respectées, et ces durées correspondent à cette unité profonde qui est la manière de penser, la manière d'envisager le monde. Alors que le lexique prend en charge autre chose, qui est aussi la façon d'envisager le monde, mais de classer les choses. Les choses sont classées par les mots, mais les choses sont mises en ordre du discours par la grammaire. Et la grammaire, dans une langue, elle l'oppose à toutes les autres langues, ce qui lui donne une sorte de solidité intérieure qui, si elle disparaissait, ferait que la langue disparaîtrait avec elle. Un exemple historique qui est très important pour le français, c'est le latin. Donc je passe à cette aventure du français. Comment est née la langue française ? C'est vraiment un sujet qui est infiniment complexe et très compliqué. Il est très simple de dire que le français vient du latin, mais il est beaucoup plus difficile de dire de quel latin il vient. Car il est évident que le français ne vient pas du latin de Cicéron et de Virgile. Sinon, on s'en serait aperçu depuis toujours. Et si on pouvait croire jusqu'au XVIIe et au XVIIIe siècle que le français venait du francique à cause des francs et pour des raisons politiques, que le français venait de l'hébreu pour des raisons religieuses, parce qu'on aurait bien aimé qu'il y ait une filiation directe, de même que les Italiens se voulaient les fils d'aînés venant de Troie. Tout ça, c'est de la mythologie
postérieure. C'est très respectable, mais ça ne correspond pas à la réalité. Le français, on a vraiment découvert au XVIIe siècle, et là je rends hommage à un étymologiste dont on s'est beaucoup moqué parce qu'il a fait des erreurs, ce qui est tout à fait normal, c'est Gilles Ménage au XVIIe siècle, qui est quelqu'un qui a compris, grâce au travail extraordinaire de Ducange, qui avait décrit le bas latin, le latin impérial, le latin des premiers siècles, du 1er jusqu'au 7e, 8e siècle. Et là, on a vu que le latin, d'où vient le français, n'est pas le latin classique du tout, c'est un latin profondément modifié. Certains diraient abattardi, mais ça c'est un jugement de valeur, il n'y a pas de jugement de valeur à donner. C'est un latin qui s'est différencié progressivement selon qu'il était parlé en Gaule, en Hispanie, en Italie même, avec des variétés qui ont fini par se séparer d'une manière tellement importante qu'il n'y avait plus du tout d'intercompréhension et qu'il y avait des niveaux d'usage du latin qui nous sont masqués par l'écriture. Parce que qu'est-ce qui nous est resté du latin médiéval? Des écrits. Et les écrits en latin médiéval, ils sont contrôlés par une institution d'une extrême puissance, une institution qui a permis à l'Europe occidentale de résister au chaos, et qui est l'Église. Et l'Église catholique n'employait que le latin, et ce latin était relativement stable. C'était pas le latin de Cicéron, c'était pas le latin de Virgile, mais c'était un latin qui était relativement proche de cette période classique, et qui était contrôlé parce qu'il y avait le discours des pères de l'Église, comme saint Augustin, qui était encore du latin extrêmement classique et correct, et après il y avait la conscience du fait qu'on parlait un latin plus ou moins convenable, et on en arrivait à parler de latin de cuisine, ce qui est d'ailleurs très désagréable pour les grands chefs, parce que je ne pense pas qu'on parlait beaucoup mieux le latin dans les ateliers ou ailleurs que dans les cuisines. Mais enfin, voilà. On parle aujourd'hui de littérature de gare, c'est un petit peu le même genre de métaphore dont il faut se méfier. Mais voilà. Alors d'abord, le latin s'est pratiqué en Gaule d'une manière très différente, suivant les régions qui étaient déjà latinisées. Par exemple, il y avait une province de l'Empire romain qui était déjà en place bien avant l'arrivée de César, c'est la Narbonnaise. Et la Narbonnaise avait un nom courant en latin qui est Provincia. Et Provincia, ça a donné la Provence. Et là, le latin est là de manière beaucoup plus proche du latin de la péninsule italique jusqu'au 4e, au 5e, au 6e siècle, mais il est là depuis plus longtemps. Par contre, le reste de la Gaule après César, il va passer en 4 ou 5 siècles, c'est à la fois beaucoup et peu, du gaulois à la langue latine. Et naturellement que cette langue latine n'est pas du tout celle qui existait avant l'arrivée de César. Parce qu'il y avait des Gaulois qui savaient le latin, les Gaulois cultivés, comme langue étrangère. Mais à partir du moment où le latin devient la langue commune, que le gaulois se perd, il commence à être parlé plutôt dans les campagnes, plutôt dans les vallées isolées, et puis progressivement il va s'éteindre, alors que le latin, pour des quantités de raisons qui sont essentiellement sociologiques, on ne les a pas forcés à parler latin, les gens. Ils se sont mis à parler latin parce que c'était plus efficace, parce que c'était mieux pour l'économie, parce que ça avait des quantités d'avantages, parce que le gaulois était très peu écrit. Et c'est cette faiblesse de la fixation par l'écriture de cette langue qui a fait sa perte et sa fin. À mon avis, si le gaulois avait été écrit autant que le latin à l'époque de César, on aurait abouti à un bilinguisme du genre du bilinguisme colonialiste, avec une langue maternelle qui serait restée le celtique et avec une langue internationale qui aurait été le latin. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que le gaulois, pour des raisons très discutées, mais je crois que c'est important, des raisons d'ésotérisme qui fait que toute la classe dominante religieuse cherchait à garder une tradition orale pour que le peuple ne soit pas trop, disons, initié. Et il était laissé de côté dans une oralité totale, sans écriture.
Et le résultat, c'est qu'il y avait évidemment une poésie celtique gauloise, comme il y a eu des poésies irlandaises très très magnifiques et très connues, maintenant bien traduites, beaucoup par des traducteurs qui sont dans le maternelle bretonne, parce que ça aide, une sorte de connivence comme ça culturelle. Mais cette tradition s'est complètement perdue, la tradition d'une poésie gauloise qu'on peut supposer avoir été une poésie essentiellement religieuse et lyrique et épique probablement, et qui a disparu corps et biens parce qu'elle n'était pas écrite. Les seules écritures qu'il y ait du gaulois, d'abord, pas de système d'écriture autonome, soit on a recours à l'écriture grecque, soit on a recours aux runes qui ne sont pas celtiques, qui sont germaniques d'origine. Et cette écriture est rare. Ce sont souvent des dédicaces aux dieux qui sont très banales, très codifiées, toujours à peu près la même chose. Et j'ai une admiration sans borne pour les spécialistes du gaulois qui arrivent à reconstituer la langue avec comme point de départ, évidemment, la seule écriture, c'est-à-dire peut-être 200 ou 300 phrases à partir desquelles il faut tirer tout le système de la langue. Et ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça que le gaulois a disparu très vite. Alors, suivant les formes de latin, on a eu soit une différenciation entre des langues, là c'est plus de la variation, c'est vraiment la rupture complète, et le latin d'Hispanie va devenir l'espagnol castillan, ou plus au nord le catalan, ou plus à l'ouest le galicien, qui lui va aller vers le sud et devenir le portugais, langue nationale et officielle quand le Portugal est devenu indépendant. Du côté de l'Italie, vous savez ce qui s'est passé, c'est très très surprenant ce qui s'est passé en Italie. C'est qu'il y a un ensemble de dialectes qui étaient parfois des dialectes littéraires, des dialectes très importants, le sicilien, le vénitien, quantité de dialectes réunis par famille géographique, plus ou moins, et il a fallu attendre un effort littéraire très personnel et extraordinaire de la part de quelqu'un qui était toscan et qui, à partir des dialectes spontanés des régions de la Toscane, qui étaient différents mais très apparentés les uns aux autres, des patois si l'on veut, fabrique une langue littéraire qui va devenir l'italien et qui est déjà l'italien, c'est Dante, dans la Divine Comédie. On a dit divin après sa mort, je présume qu'il n'était pas mégalomane. Mais la Divine Comédie, avec ensuite Pétrarque et Boccace, ont été les trois grandes œuvres littéraires qui ont fixé la langue italienne. À partir de ce moment-là, l'italien existe, mais il n'existe que comme langue littéraire. C'est-à-dire qu'on l'écrit, qu'on le lit, qu'on l'apprécie, qu'on l'enseigne, mais à la maison, on ne parle pas comme ça, du tout. On parle les dialectes. Et ça reste vrai jusqu'au XIXe siècle. Et il y a un écart énorme entre cet italien qui n'est que littéraire, qui attend Cavour et Garibaldi pour devenir langue nationale. Et même encore aujourd'hui, j'ai des amis vénitiens, chez eux, ils parlent vénitien, ils ne parlent pas l'italien central. Les Romains ont encore l'usage de dialecte. Et en Sicile, on parle sicilien, et à Naples, on parle napolitain. Alors on est bilingue, on apprend les deux. J'ai un ami qui est un grand professeur d'université, poète en français et en italien, et qui m'a confié qu'à 14 ans, il ne savait pas l'italien. Il parlait le dialecte des Pouilles, et ça n'est qu'à 14 ans qu'il a appris à l'école l'italien central. Donc ça, c'est une expérience qui est extrêmement curieuse et intéressante pour nous, parce que c'était le cas en France, disons, au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. On apprenait le français. Et quand on arrivait à Paris, même des gens extrêmement cultivés, vous avez un cas qui est célèbre. Quel est le grammairien le plus sévère, le plus sourcilleux au XVIIe siècle? C'est Vaugelas. Mais Vaugelas, il savait très mal le français quand il est arrivé à Paris. Il était d'Annecy, il était savoyard, et il parlait le dialecte franco-provençal de cette région, le savoyard. Et donc, il a fallu qu'il apprenne le français. Et vous savez que quand quelqu'un est néophyte dans une religion ou dans une langue, il devient le plus sévère des professeurs. Et il demande une rectitude que les autres ne demandent pas quand c'est leur langue spontanée. Donc, on dit très souvent, et c'est tout à fait faux, mais c'est amusant, que les étrangers
étrangers sont les seuls à bien parler français. Quand on apprend une langue, évidemment, on la sait autrement que quand on l'apprend maternellement, je vais dire. Donc, à partir de grandes variations du latin, qui allaient du latin très savant et très correct, des ecclésiastiques et des clercs, et qui descendait, si j'ose dire, mais c'est pas une descente, mais qui allait jusqu'à un latin qui était populaire, spontané, rural, divisé, subdivisé, et qui progressivement va donner une langue qui n'est plus du latin, dans lequel les gens ne comprennent plus du latin. Ça se passe au 8e siècle, quand les habitants ne comprennent plus. Par exemple, la christianisation qui se fait surtout du 5e au 9e siècle, là, vers le 8e siècle, il y a des conciles qui se réunissent et on dit aux prêtres, attention, apprenez la langue locale pour pouvoir être compris des gens et n'arrivez pas en leur lisant l'évangile et les prières en bon latin parce qu'ils ne comprendront plus. Donc là, on n'a aucune trace de la manière de parler des gens à cette époque, mais on sait qu'elle existait et qu'elle était déjà complètement différenciée du latin et qu'elle était déjà très différenciée suivant les régions de France. Et ça marche avec la féodalité. Parce qu'on ne parlait pas en Lorraine comme on parlait en Champagne, comme on parlait en Normandie, comme on parlait en Picardie, comme on parlait en Île-de-France. Et l'Île-de-France, c'est ça qui donne le français, c'est-à-dire la langue qui se trouve être celle où se réunissent les intentions esthétiques, ça va être la poésie, et les volontés politiques, c'est-à-dire, très curieusement, avec des gens dont la langue maternelle était le francique, qui est une langue voisine de l'allemand, du groupe germanique, qui est différente de l'allemand, et qui, figurez-vous, sous une forme très différente, est encore parlé en Lorraine aujourd'hui spontanément. C'est le francique. Alors là, c'est le francique moderne, c'est une chose, et le bas francique ancien, dont il est question au Moyen-Âge, c'est autre chose. Et cette langue qui était celle des Francs, qui était celle des premiers rois, les Mérovingiens, ils l'ont perdue comme langue maternelle, et ils se sont mis à cette forme de latin gallo-romain qui progressivement devient une des variantes dialectales du français, de ce qui va devenir le français, et qui est la langue parlée à Paris et en Île-de-France. Et curieusement, on voit que les facteurs politiques, les facteurs économiques, parce que Paris, c'est aussi la capitale économique, ce n'est plus le petit Lutèce du 1er siècle, c'est devenu une ville importante. C'est exactement la même chose qui se passe en Angleterre avec Londres comme lieu de réalisation de l'anglais moderne par rapport à tous les dialectes qui existaient en Angleterre et qui, eux, étaient en proie soit à la résistance des langues celtiques, qui elles-mêmes avaient détruit les langues d'avant, les Pictes, soit à l'influence norvégienne, parce qu'il y avait les invasions des Vikings constantes en Angleterre, où le souvenir en est resté plus cuisant qu'en France. Et en France, vous savez ce qui est arrivé aux Vikings, ils se sont fixés en Normandie, puisque c'est le nom de la Normandie, ce sont les Normands, c'est vraiment les gens du Nord, hein. C'est probablement le premier germanisme, le premier anglicisme en français, le mot Nord, N-O-R-D, North en anglais, c'est le même mot, hein. Et ces gens-là se sont étrangement mis très très rapidement au dialecte gallo-romain qu'on appelle maintenant le normand. Et Guillaume le Conquérant, qui ne s'appelait pas encore le Conquérant, qu'on appelait Guillaume le Bâtard, à cause de sa naissance, on sait qu'il a prêté serment comme duc de Normandie dans la langue originelle, c'est-à-dire la langue des Vikings, qui est une variante du danois, à Bayeux, parce qu'à Rouen, plus personne ne parlait cette langue. On ne parlait plus que le dialecte gallo-romain, c'est-à-dire le normand. Et quand il a battu à Hastings les Anglais, il a installé les barons normands en Angleterre, et le résultat a été quelque chose qu'on oublie très souvent, et qui aura une influence immense sur la langue anglaise, pas sur le français, sur la langue anglaise, qui est le fait qu'on a parlé français en Angleterre pendant 3 siècles et demi, entre Hastings et le XIVe siècle.
Et on parlait aussi l'ancien saxon, mais l'ancien saxon était la langue des dominés, et le français, c'est-à-dire le normand, l'anglo-normand, on dit, c'était la langue des dominateurs, la langue des colonisateurs. Et il y a évidemment une mise en roman très passionnante de cette situation, avec un côté nationaliste anglo-écossais par Walter Scott, dans tous ses romans, où il est très très souvent question de cette opposition entre l'ancien saxon, langue du peuple, langue des pauvres, et le normand, c'est-à-dire une variante du français, très proche du français, la langue du pouvoir, la langue du savoir, la langue de l'oppresseur en même temps. Et quand les anglo-saxons se débarrassent de la langue française, encore une fois, vers le XIVe siècle, que se passe-t-il? C'est que la langue anglo-saxonne ancienne était incapable de rendre toutes les réalités que décrivait le normand, c'est-à-dire la réalité politique, la réalité économique, la réalité culturelle, la réalité du savoir, la réalité de la science ou de la technique. Donc, envahissement total de la langue anglaise, anglo-saxonne, donc germanique, par des mots latino-français, ou latin passé par la France, ou directement implanté par les Normands. Le résultat, vous ouvrez un dictionnaire anglais, plus de la moitié des mots sont d'origine latine. Ce qui fait que l'anglais est une langue germanique, c'est certain, mais c'est la plus romane des langues germaniques par son lexique, alors que le français est la plus germanique des langues romanes, parce qu'elle a été très influencée par le francique. Il y a beaucoup de mots d'origine francique. Je vous donne un seul exemple, les noms de couleurs, par exemple. Et on voit que la sémantique est en cause, parce que ça n'est pas n'importe comment. Les noms des couleurs franches, des couleurs vives, sont tous latins. Vert, bleu... non, justement pas bleu. Vert, rouge, ça c'est du latin. Par contre, les couleurs un peu indécises ou considérées comme telles, bleu, brun, gris, sont germaniques, tous les trois. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la perception des couleurs par les langues, elle est rendue par des vocabulaires, et que ces vocabulaires sont différents, parce que comme le spectre des couleurs est continu, les langues font une répartition. Et cette répartition est différente suivant les époques, suivant les yeux pairs, par exemple, P-E-R-S. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est très difficile à placer sur le spectre, parce que nous n'avons plus le rapport avec le réel qu'avaient les gens à l'époque quand ils en parlaient. Le vert et le gris étaient complètement mélangés. Dans les langues celtiques, par exemple, c'est le même mot. On ne peut pas savoir si le mot doit être traduit par vert ou par gris. Et ça représente, à mon avis, c'est peut-être un peu simplé, mais ça me paraît quand même très très pertinent, la vision, tout simplement, c'est la mer. La mer en Italie, en France du Sud, en Espagne, elle est bleue, elle est verte, c'est clair. Elle n'est pas entre les deux. Tandis que la mer en Angleterre ou en Écosse, elle est vert, gris, bleu. Et donc l'expression des couleurs va se placer de manière différente dans le lexique de chacune des langues et va être répartie d'une manière différente. Et voilà ce qui s'est passé pour la répartition, par exemple, des façons de penser et des façons de classer le monde entre le français et l'anglais. L'anglais a été très profondément perturbé, je vais dire, par la perception venant des Normands et par eux du latin. Et ça aboutit à ce que dans Shakespeare, par exemple, on a une expression que les traducteurs ne peuvent pas traduire parce qu'elle serait ridicule en français, « this royal king ». King est le mot germanique, royal vient de l'anglais, comme regal aussi vient de l'anglais, vient du latin, pardon. Donc on a à la fois, on peut associer les deux, c'est-à-dire que l'anglais s'est trouvé avec deux vocabulaires. Ça a été vrai en ancien français à un moment où il y avait un vocabulaire d'origine latine et où il y avait un vocabulaire d'origine francique, c'est-à-dire germanique. Mais l'équilibre s'est complètement modifié à partir du XVe, XVIe siècle, parce qu'il y a eu à nouveau une vague de latinisation, puis une vague d'italianisation, ce qui fait que le français est reparti dans la direction romane, beaucoup plus franchement, et l'aspect germanique s'est diminué. En revanche, à partir du XVIIIe siècle, arrive le flot des anglicismes, qui eux sont
sur n'importe quoi, soit anglais, soit d'origine latine, mais quand ils sont d'origine latine, sont des faux amis, ils n'ont plus le sens qu'ils ont en français, et ils perturbent aussi le vocabulaire. Mais il ne faut pas s'attacher à cette idée de perturbation des vocabulaires, parce que toutes les langues sont formées par des influences réciproques entre elles, et s'alimentent suivant les besoins. Et les besoins, c'est les besoins de nomination, c'est les besoins de distinction, c'est les besoins de classification, et ça passe par-dessus tout. Ça passe par-dessus le purisme, et c'est très curieux, parce que les époques de grand purisme, comme le XVIIe siècle, sont aussi des époques d'emprunt enragés. Je veux dire, emprunt à tel point qu'on emprunte non seulement des mots, mais on emprunte des textes entiers. Que fait Corneille quand il écrit le Cid ? Il pense en même temps traduire une pièce espagnole. Et c'est vrai qu'il y a des grandes ressemblances quant au contenu. Cela dit, il y met un style, un lyrisme et une qualité musicale propre au français qui fait que son œuvre est très supérieure à l'œuvre originelle. Ça, c'est malheureusement pas souvent le cas des traductions, parce que c'est demander à une traduction d'être à la hauteur d'un texte sublime, comme, je sais pas, Dante ou Shakespeare, ça serait trop lui demander. Donc, voilà, on se trouve donc à la naissance du français, ça se passe entre le 6e et le 9e siècle, c'est difficile à dire, et on n'a pas de témoignage oral, puisqu'on n'en a aucune idée, et il faut attendre le moment où on écrit quelque chose qui n'est plus du latin, qui commence à ressembler à ce qui va devenir la langue française, et là, c'est un événement politique qui le permet, ce sont les Serments de Strasbourg, qui est le premier texte, qui est dans un pseudo-latin, pas encore du français, une langue que personne n'a jamais parlé, certainement, qui est une langue administrative, qui est une langue politique, et qui est destinée à échanger des promesses entre deux des trois fils de Charlemagne, contre le troisième d'ailleurs, qui sont Charles le Chauve et Louis le Germanique. Et Louis le Germanique, qui doit convaincre les féodaux de Charles le Chauve de sa bonne foi, s'exprime dans la langue de son frère, c'est-à-dire en roman, quasi français, pré-français. Et alors que Louis le Germanique s'exprime dans cette langue, et c'est Charles le Chauve qui s'exprime en germanique. Alors, le germanique ancien, c'est-à-dire le très ancien allemand, il existe déjà par écrit, parce qu'il est complètement différent du latin, il n'a pas besoin de se référer au latin. Alors que le français, il apparaît au 8e, 9e siècle, parce qu'à ce moment-là, la distinction avec le latin devient suffisante pour qu'on puisse la noter par écrit. Mais ça n'est pas du tout la langue que devaient parler les gens. Donc, ça a été très bien étudié, cette affaire-là. Et ça a été relayé par des textes très petits, très brefs, assez beaux d'ailleurs, et qui sont des histoires de saints, qui, au milieu des manuscrits latins, arrive un truc qui n'est plus du latin, et qui est du très ancien français. On parle de la cantilène de Sainte-Eulalie, 9e siècle, mais ce sont des exceptions rarissimes au milieu d'un flot de littérature latine. Et puis arrive alors... à la fin du XIe siècle, ce chef-d'œuvre qui n'est plus du tout latin, qui a une force poétique considérable, qu'est la chanson de Roland. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que le français littéraire est né. Et ça ne veut pas dire que les gens parlaient comme ça, mais ça veut dire qu'on pouvait écrire cette langue à partir d'un point de départ oral qui était très variable et qui est celui des dialectes. Et on s'en aperçoit très bien en ancien français entre XIIIe, XIVe siècle, parce que les grands auteurs de littérature, très souvent, s'excusent quand ils ne sont pas nés à Paris, en disant j'ai fait des fautes, je parle pas aussi bien, parce que j'ai pas la chance d'être né à Paris. Par exemple, Chrétien de Troyes, son nom l'indique, était champenois, et évidemment que le dialecte champenois intervient dans sa façon d'écrire, dans sa façon de noter les mots. Or, pour moi, et je ne suis pas le seul,
Chrétien III est probablement un des plus grands écrivains européens dans toute la durée du temps, tellement c'est à la fois lyrique, romanesque, avec les sujets celtiques, la quête du Graal, Perceval, etc. Tout ça a été exprimé de la manière la plus sublime qui soit à cette époque. Or, c'est une langue qui est encore incertaine, dans laquelle on cherche à parler comme à Paris ou à écrire comme à Paris, alors que spontanément, on irait plutôt vers le côté régional. Et les dialectes les plus importants en dehors de celui de l'Île-de-France sont cet ensemble de la Normandie et de la Picardie, le normanno-picard, dans lequel toute la grande poésie lyrique des Trouvères s'est exprimée au XIIe et au XIIIe siècle. Jusqu'à des gens comme Rudebeuf, par exemple, qui sont des très très grands écrivains, mais qui évidemment, nous avons la malchance et la chance en France d'avoir une littérature fantastique dont tout ce qui est antérieur, on va dire au XIVe ou au début du XVe siècle, est inaccessible directement. Donc, ou bien on a des traductions qui, naturellement, bâtardisent terriblement, cassent le rythme, ne rendent pas... Ou bien il faut se peler d'apprendre l'ancien français, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et qui n'est pas trop répandu dans le secondaire. Ce qui veut dire qu'on va être plus attentif à pouvoir lire Shakespeare qu'à pouvoir lire Chrétien III, ce que je ne trouve pas très nationaliste. Mais enfin, ça n'est pas une critique, c'est une observation objective. Donc voilà, le français moderne va naître à cette époque, à partir de la Renaissance, où avec une nouvelle influence du latin, une nouvelle influence du grec à travers le latin aussi, qui est très très importante, mais pas pour la syntaxe du tout, mais pour le vocabulaire. Le vocabulaire s'hellénise considérablement parce qu'on revient au latin classique, et que le latin classique a été rempli de grec, et qu'à l'époque de Cicéron, le grec était considéré comme la langue intellectuelle, comme la langue intelligente, comme une langue très supérieure au latin. Vous savez que quand César est assassiné, on lui fait toujours dire « et tu Brute » en parlant à Brutus, en disant « et toi aussi Brutus, tu me donnes un coup de poignard », et que ceci s'est passé en grec. Voilà. C'est une chose que les historiens savent. Et donc, ça veut dire que cette influence du grec de plus en plus considérable, parce qu'elle va passer par la science et la technique dans toutes les grandes langues de culture, notamment par l'anglais, ce qui fait que la langue de la chimie, établie par Lavoisier, le vocabulaire de la chimie, il est fabriqué avec des éléments du grec. Donc, très étrangement, le grec ancien est devenu une des sources du vocabulaire français extrêmement importante, mais ça, c'est seulement à partir du XVIe siècle. Il y a très peu d'hellénisme dans le français d'avant. Donc, complexification, et puis un autre élément qui fait que le français revient vers ce côté roman, qu'il n'a jamais complètement quitté, bien sûr, mais qui était parfois recouvert par des expressions germaniques, c'est l'influence de l'italien, qui au XVIe siècle est immense, considérable, dans lequel, d'ailleurs, les frères Étienne, Henri Étienne, qui était helléniste, a écrit un livre sanglant sur la façon de parler italien en français, qui trouvait lamentable. C'était un peu ce que Étienne le faisait pour le franglais plus tard. Et c'était pas faux. Je veux dire que le nombre d'italianismes dans le français de la Renaissance est absolument considérable. Mais il ne faut pas oublier que les grands écrivains de l'époque et les penseurs étaient plurilingues. Que quelqu'un comme du Bellay, par exemple, qui a écrit, comme chacun sait, La défense et illustration de la langue française, qui est le dernier d'un ensemble de manifestes qui sont destinés à montrer que le français est capable de faire aussi bien que le latin, avec le grec, que les langues mortes, ce qui était une idée nouvelle. Eh bien, il a été écrit par quelqu'un qui écrivait aussi des poésies latines et qui s'exprimait en latin quand il allait à Rome voir son mentor, son oncle, le cardinal du Bellay. Donc, on a donc une espèce de mélange des langues qui est constant et dans laquelle une langue comme le français a dû trouver sa voie
se construire, s'enrichir, tout en devenant de plus en plus variée, de plus en plus différente. Alors, vous imaginez bien que le français qui était parlé spontanément en Angleterre par des gens dont la langue normande avait été perdue, mais qui se retrouvaient en contact avec l'anglo-saxon ancien, c'était pas le même que celui qui était parlé à Paris, et c'était pas le même que le normand qui était parlé à Rouen. Déjà, il y a déjà une différence. Et ceci ne concerne que le nord de la France, car au sud, il s'est passé autre chose, qui est le même phénomène de formes de latin qui ont abouti à des dialectes, mais ces dialectes sont suffisamment différents de ceux du nord pour que Dante, qui en a fait la théorie, le premier, oppose les gens qui disent « oil », c'est-à-dire « oui », et les gens qui disent « hoc », c'est-à-dire « oui » aussi, mais en langue d'oc. Le nom est resté dans le nom de la région. Donc à partir du sud de la Loire, on a des gens qui disent encore un peu « oui », et puis à partir de l'Auvergne, ça y est, c'est l'occitan. Et l'occitan, au sens global du terme, ça englobe plus que des dialectes, même des langues assez différentes, comme le gascon, qui a droit à l'appellation de langue à part entière. Et tout ceci, c'est un ensemble culturel considérable qui a été réduit par la force à partir de la croisade contre les Albigeois, avec des prétextes religieux, mais qui étaient destinés essentiellement à calmer les féodaux du Nord et à réduire la puissance des comtes de Toulouse, qui était considérable et qui s'opposait à la puissance royale. Donc dans tout ça, comme on le voit quand on étudie le détail de l'histoire de la langue française, on voit à quel point la politique est importante. Et même dans la naissance de la langue française, comme tout à l'heure je parlais de la naissance de l'italien, vous avez vu que l'italien apparaît au milieu des dialectes parlés dans la péninsule italique à partir d'une décision esthétique et littéraire et poétique et religieuse qui est celle de Dante. C'est beaucoup moins religieux chez Pétrarque que chez Boccace, et ça crée un univers mental qui va être complètement différent de celui du Nord. Mais cet univers mental, il va rester confiné dans l'expression esthétique, et il va être rejoint par une volonté d'unification sur le plan pratique, sur le plan de la communication et sur le plan de la politique, qu'à partir de la volonté d'indépendance italienne. À partir de Cavour, parce que le nord de l'Italie était quand même dominé par les Autrichiens, donc parlait aussi allemand comme langue seconde, et le Sud était complètement, l'espace dialectal dans lequel, à part Rome, on parlait d'autres langues que l'italien central. Et cet italien central a été séparé par plusieurs siècles entre sa fonction littéraire et sa fonction politique. Or, le poète et le politique sont nécessaires pour assurer la création d'une grande langue. C'est vérifié avec l'allemand. Alors, quand je dis le poète, je veux dire l'écrivain, je veux dire le penseur aussi, parce que ce qu'a fait Dante pour l'italien, Luther l'a fait en traduisant la Bible pour l'allemand. L'allemand est resté très dialectalisé, les dialectes sont très importants et très vivants, mais il y a un allemand central qui est finalement à l'origine celui de Luther. Mais là, il faut attendre le XVIe siècle. C'est comme en Italie, c'est au XIVe siècle, en Allemagne, c'est au XVIe siècle, et en France, c'est beaucoup plus tôt. C'est beaucoup plus tôt parce que déjà, les rois de France ont des intentions d'unification, des intentions de faire passer le français à travers la barrière de la Loire et d'aller plus au sud. Ils l'ont quand même imposé, les féodaux normands l'ont imposé en Angleterre pendant 4 siècles. Et puis, il ne faut pas oublier la présence du français très forte pendant les croisades avec le royaume de Jérusalem, des choses comme ça. Ça a disparu après, mais il en est resté la francophonie très active du Liban, par exemple, qui est encore dans la répartition des langues un phénomène de résistance à l'omniprésence de l'anglais qui est très, très sensible, très visible. Donc, variété totale, parce que cette abstraction unitaire qu'est la langue, elle ne se réalise qu'à travers des usages qui sont socialement définissables.
Donc ces usages, vous savez bien qu'on les a qualifiés de diverses manières, mais surtout de manière esthétique, c'est-à-dire que dit Vaugelas au XVIIe siècle? Le bon usage. Et cette idée du bon usage, ça suppose qu'il y a des usages et qu'il y a des mauvais usages. Donc c'est l'ensemble des bons et des mauvais usages qui fait la réalité de la langue, et non pas seulement... Et là, on rencontre quelque chose qui est que si on veut que les usages soient bons, on substitue une réalité hiérarchique et un jugement de valeur à une réalité sociale et un jugement objectif. C'est-à-dire qu'on transforme l'usage en norme. Et à partir du moment où on décide tel usage est la norme, c'est là que la langue intervient comme une sorte de visée idéale qui va arriver, disons, à neutraliser les différences d'usage et à faire qu'il y ait une unité totale, ce qui est une abstraction et une impossibilité. Parce que, pour être très bref, la variété du français, vous voyez bien que dans le temps, déjà pour le français oral et pour le français actuel, les générations ont des usages différents. On parle, et on n'a pas tort, du langage des jeunes. Les jeunes ne parlent pas comme les vieux. C'est en fait l'unité, c'est la génération. Et il y a évidemment une transmission qui se fait. Il y a une rétroaction qui font que les vieux adorent employer le langage des jeunes, mais en général, ils se trompent et ils se font moquer d'eux par leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est observable tous les jours. Et puis, il y a cette variété du français dans le temps qui est beaucoup plus importante, qui est le français écrit. Parce que, certes, on n'écrit plus des textes comme ceux du XVIe ou du XVIIe siècle, mais on les lit. Alors, on les lit inexactement, on les lit un peu traficotés, un peu adaptés, un peu modifiés, mais enfin, on lit Montaigne, on parle de Montaigne, on lit Ronsard, et on lit encore plus et on écoute Molière et Corneille. Le Cid est une des rares pièces avec Cyrano d'Edmond Rostand, dans laquelle les auditeurs connaissent, à cause de l'école, un grand nombre de vers et qu'ils ont envie de prendre la parole au milieu de la représentation. Ce qui n'est pas le cas pour des textes pourtant célèbres comme, je sais pas, Le mariage de Figaro ou d'autres. À cette variété dans le temps s'ajoute quelque chose qui est très très bien perçu, qui est la variation dans l'espace, bien entendu. Là, j'insiste pas, mais déjà, on voit bien qu'en Europe, les régions de France ont des parlers différents. Il y a des éléments massifs, par exemple le fait que la phonétique du français est différente quand on est en terre d'Oc, d'Occitanie. Et c'est grand, hein, ça va de la Provence jusqu'au Gascon et au Languedoc, et dans lequel le fameux E muet, qui est la religion du nord de la France, est complètement pas respecté. Ce qui est E muet au nord de la Loire est prononcé E au sud de la Loire. Et sur ce plan, j'ai été amené à y réfléchir parce que les dictionnaires français restent incroyablement axé sur le français d'Île-de-France à ce moment-là, qui représente jusqu'à la Loire, jusqu'à la Loire. Et au-delà de la Loire, on parle autrement, et ça n'est pas représenté au point de vue phonétique. Alors, dans le monde, évidemment que les variations sont beaucoup plus grandes. Je parlais tout à l'heure des difficultés de compréhension qu'on pouvait avoir avec le français québécois, bien que ce soit bel et bien du français, et souvent des gens qui sont langue maternelle et monolingue, il y a une grande illusion qui fait que comme le Canada est fédéralement bilingue, on s'imagine que tous les Canadiens parlent les deux langues. C'est pas vrai du tout. Il y a des gens qui sont assez bons en anglais en habitant Montréal, mais quand vous allez sur Québec ou à Chicoutimi, il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent anglais. Il y en a en tous les cas pas plus qu'à Paris, même moins. Donc là, le bilinguisme est théorique, général et concerne la langue et l'État fédéral, mais il ne concerne pas la pratique personnelle des gens. Si, alors il y a des régions qui sont bilingues parce que, par exemple, le français est à l'état
de langue un peu infériorisée et qui est obligé de se défendre, parce que pour vivre, pour gagner sa vie, il faut parler anglais. C'est le cas en grande partie du Nouveau-Brunswick et c'est le cas complètement en Louisiane, où il y a tout de même quelques dizaines de milliers de personnes qui parlent français à la maison autour de Lafayette, plus du tout à la Nouvelle-Orléans, mais à Lafayette c'est vraiment très observable, mais qui ne peuvent difficilement être insérés dans la société et vivre correctement s'ils ne parlent pas l'anglo-américain local. Ce qui est en général le cas. Donc là, ce sont des vrais bilingues. Ce sont des gens qui parlent d'une certaine façon au travail et d'une autre façon à la maison. Chose qui est très très générale dans les pays comme l'Afrique ou dans les pays où on est bilingue avec le créole, par exemple aux Caraïbes, mais ce qui est plus rare en Europe. Et puis enfin, il y a des variations qui sont beaucoup moins perçues, qui sont les variations sociales. Alors tout d'un coup, un usage social devient caractérisé, il est repris par les médias et tout le monde en parle. Par exemple, le langage des banlieues. Mais ce langage des banlieues, il est lui-même considéré d'une manière assez abstraite et on fait l'abstraction du fait qu'on n'a jamais parlé exactement dans les banlieues de Marseille comme on parle dans la banlieue parisienne ou dans la banlieue de Lille, parce que les éléments régionaux, locaux sont aussi en cause. Mais il y a un facteur d'unification pour le langage des banlieues qui vient de problèmes phonétiques, d'accent de phrases, qui viennent en grande partie de l'influence des Maghrébins avec le bilinguisme arabe-français. Et ça, c'est étudiable et on peut en rendre compte. Et puis les usages effectifs, par exemple, dans la société, là on sait très bien qu'ils sont différents suivant les registres d'emploi. Parce qu'on ne parle pas de la même façon quand on fait une conférence et quand on fait une conversation familière. On ne parle pas de la même façon quand on est politique ou quand on ne l'est pas. Et on peut évidemment classer tout ça avec des normes théoriques, mais elles sont parfaitement artificielles. Sinon qu'on parle du français soutenu par rapport au bon français, sous-entendu qu'est-ce que le mot est français, la frontière est difficile à tracer, il y a un français familier, les dictionnaires s'échinent à faire des classifications, ils ont raison de les faire, mais elles ne sont jamais bien faites, parce que c'est impossible. Et en réalité, moi je pense qu'il y a une opposition qui est beaucoup plus profonde que ça et qui est à la fois psychologique et sociologique, qui sont tous les usages d'une langue qui sont spontanés contre ceux qui sont soit étudiés, soit surveillés. Et là, c'est un élément qui rejoint un petit peu la dialectique de Michel Foucault dans ses pensées sur la prison. Non que nous soyons en prison, mais il y a des circonstances de la vie où on sait qu'on ne peut pas se lâcher, comme on dit. Et le français spontané, il prend des variations et des apparences qui sont différentes des français surveillés. Et les français surveillés, ça ne veut pas dire des bons français. Je vous donne un seul exemple, mais qui est un jugement personnel qu'on peut critiquer. Les langages d'entreprise, par exemple, qui sont bourrés d'anglicismes, sont extrêmement surveillés parce qu'ils permettent de classer le locuteur à un certain niveau dans la hiérarchie et en même temps, ils sont exécrables sur le plan esthétique et sur le plan de l'équilibre du langage parce qu'ils s'évertuent à employer des mots anglais mal prononcés en général et qu'un anglophone ne reconnaîtrait même pas au milieu d'un flux qui normalement devrait être garanti par un vocabulaire français qui n'est même pas connu et qui est négligé ou méprisé. Enfin, il y a une variété en allant plus vers l'individu qui est tout à fait essentielle, qui est celle du rapport à la langue. Il est évident qu'on n'a pas du tout le même usage du français quand c'est un français langue maternelle et quand ça ne l'est pas. Quand c'est une langue apprise à l'école, puis plus tard à l'université, ou c'est une langue apprise sur le tas. Il n'y a qu'à regarder la différence qui existe entre un universitaire anglais ou allemand qui a fait du français et qui parle un français que souvent on va trouver meilleur que celui du français spontané des francophones maternels et qui n'aura aucun rapport avec le français d'un ouvrier maghrébin qui est arrivé, qui n'est pas allé à l'école pour apprendre du français, mais qui a été obligé de l'apprendre parce que son travail rend la chose absolument indispensable. Il faut qu'il comprenne les ordres, il faut qu'il puisse les exécuter,
Et ce phénomène est tellement important qu'il a joué parfois dans l'histoire un rôle d'unification pour la langue qui est considérable. On ne sait pas assez que la grande école de la langue française, pour tous les gens qui ne la parlaient pas au début du XXe siècle, et ils étaient extrêmement nombreux, on estime à peu près à 40% de la population qui était très rurale à l'époque et qui ignorait ou qui maîtrisait très très mal la langue française, c'est la guerre de 14-18. Parce que pour survivre, il fallait comprendre les ordres des sous-officiers et des officiers. Et il y avait deux grands instituteurs de la langue française, pour ceux qui ne la parlaient pas, et qui étaient des gens qui parlaient des dialectes, des patois ou d'autres langues que le français, par exemple le breton ou le basque. Eh bien, c'était l'officier qui donnait le français de l'école et le caporal ou le petit soldat parisien qui donnait le français populaire de Paris. Et ça a donné ce qu'on appelle l'argot des poilus. Et cet argot-là a été le ferment qui a fait l'unité du français. En 1920, les gens en France savaient tous du français, alors qu'avant, ils ne savaient pas. Et la différence s'était creusée pendant un temps, elle a été comblée ensuite entre les hommes qui avaient fait la guerre et les femmes qui ne l'avaient pas faite. Donc, et qui étaient restés dans le patois, dans les petits villages. Et ce sont les hommes qui, rentrant de la guerre, quand ils avaient survécu, puisque ça a été une hécatombe horrible, qui étaient capables d'apprendre du français sur le tas, spontanément, mais efficacement, ce qui fait qu'en 1930, la situation était entièrement différente de 1910. Et ça, je pense que c'est assez mal perçu dans l'histoire générale, et c'est une des façons par lesquelles l'histoire des langues et l'histoire des lexiques aussi peuvent complémenter l'histoire générale qui en a parfois besoin. Donc, on sent ces variations, on les sent dans l'espace, par exemple, dans l'accent. Quand on dit que quelqu'un a un accent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut évidemment rien dire dans l'absolu. Tout le monde a un accent par rapport aux autres. J'ai un ami québécois qui est un très bon linguiste, qui vient de faire un livre l'année dernière, dans lequel il explique que l'accent québécois est en fait le bon accent du français, parce qu'il est beaucoup plus proche de celui du français du XVIIIe siècle que le français parlé en France. Donc que l'écart qui s'est creusé entre les deux façons, les deux usages phonétiques du français au Québec et en France sont à l'avantage esthétique et en termes d'unité et de permanence, à l'avantage du Québec. C'est un petit peu une vue contestable parce qu'il oublie un autre facteur qui est l'influence immense de la phonétique anglaise sur le français du Québec, mais il n'a pas tort à 100%, et de toute façon, chacun a un accent pour l'autre, et si on est capable de le reconnaître, à ce moment-là, on est plus dans le sens de l'unité que dans le sens de la diversité qui conduirait à une rupture. Et une langue comme l'anglais, qui est donnée comme dominante dans le monde à juste titre, subit les inconvénients, commence à subir les inconvénients que le latin a connus dans le bas empire latin, avec la possibilité d'une rupture. Il y a un exemple qui est donné par les anglophones eux-mêmes, et par les Britanniques surtout, c'est l'anglais des Indes. L'anglais des Indes est une langue seconde par rapport à une autre langue, mais vous avez vu qu'il y en avait 13 qui étaient constitutionnelles, donc c'est bien compliqué. Et très souvent, dans les régions de l'Inde où on ne parle pas hindi, notamment le sud de l'Inde, où ce sont des langues dravidiennes, comme le tamoul ou le malayalam, à chaque fois parlé par 30, 40, 50 millions de personnes. Hein, c'est pas des petits dialectes, des petits patois locaux. On préfère avoir recours comme seconde langue à l'anglais qu'à l'hindi parce qu'on n'aime pas trop le côté dominateur de l'hindi par rapport à la fédération indienne quand on est dans une autre tradition culturelle, politique ancienne, par exemple les Tamouls. Eh bien, ce que ça donne, c'est que à ce moment-là, la langue dominante va donner une version qui est
tellement altérée sur le plan phonétique, tout en étant extrêmement répandue et tout à fait spontanée et tout à fait familière, que sauf pour ceux qui ont fait des études supérieures, cet anglais-là est considéré par les Britanniques comme l'English avec un I et non pas avec un E, c'est-à-dire l'anglais indien. Et on commence à trouver des gens pour dire c'est une autre langue, c'est une langue nouvelle, comme il y a eu les créoles qui sont nés au XVIIe siècle et qui sont les dernières langues apparues sur la planète, parce qu'on a parlé des langues qui meurent, mais les langues qui naissent, c'est pas souvent. Et là, on se demande si, avec l'anglais des Indes, on n'est pas en train de voir apparaître une langue. Elle est évidemment bridée par l'éducation supérieure et par les médias, qui sont un facteur d'unification. Mais dans le spontané courant, parce que presque tous les gens sont bilingues, cet anglais-là n'est plus de l'anglais, tout en étant encore syntactiquement de l'anglais. Donc le problème de l'unité pourrait se poser. On a un problème assez similaire entre le portugais d'Europe et le portugais brésilien, qui sont en train de différer de telle sorte que très très souvent, j'étais il n'y a pas longtemps à un colloque au Portugal, et les invités brésiliens qui s'entendaient très bien avec les Portugais européens quand il s'agissait de linguistique, dès qu'il s'agissait de la vie courante et d'aller boire un coup le soir après le colloque, il y avait des discussions infinies, des incompréhensions, des quiproquos. Et je comparais ça avec la situation entre Québécois et Français de France, et là, il me semble que l'écart était beaucoup plus grand. Voilà. Donc, il y a des facteurs qui vont vers l'unité, je viens d'en mentionner certains, il y a l'école, bien entendu, il y a les médias, et puis il y a des facteurs qui vont vers la différenciation, qui sont la conscience régionale, le recours à... Alors, parfois, ça a une efficacité linguistique, parfois c'est plutôt symbolique que linguistique. Par exemple, pour résister au recul considérable de langues comme le breton ou comme l'occitan, les panneaux indicateurs sont dans les deux langues, le français et le breton, ou le français et l'occitan quand on est en Occitanie. Je ne parle pas du français et du basque parce que là, on entre dans une situation différente qui est un bilinguisme important. Et le basque a toujours été parlé à la maison par les gens originaires, surtout du côté espagnol, moins du côté français parce qu'il est moins entretenu. Alors que la généralité, ce sont les provinces espagnoles, c'est pas fédéral, mais ça l'est presque, développe la langue basque par la radio, par la télévision, etc., du côté espagnol, à un point que beaucoup de gens sont véritablement bilingues et que l'espagnol n'est pas pour eux la langue indispensable. Alors le problème est de savoir si un jour il y aura des Basques qui ne parlent que basque et pas du tout l'espagnol. Ça n'est pas encore le cas. À ce moment-là, on pourra dire que le basque aura gagné la partie. C'est un peu le cas de ce qui se passe en Catalogne par rapport à l'espagnol castillan. Et ça, ce sont des choses que les Français n'ont pas tendance à concevoir facilement, alors que les Québécois, avec la présence écrasante du voisin anglophone, les Belges avec la nécessité de s'entendre avec les flamandophones, par exemple à Bruxelles, qui est partiellement bilingue, ou les Suisses avec leurs 4 langues nationales, la 4e étant le romanche, que peu de gens parlent, mais qui est encore vivante dans le canton des Grisons. Eh bien, dans toutes ces situations plurilingues, les gens ont un sentiment de la langue qui est plus riche et qui est plus relatif et qui est plus relativisé. Ils sont donc beaucoup plus disposés à considérer la langue comme quelque chose de flexible, de variable, et beaucoup plus amenés à considérer la primauté de l'usage par rapport à la langue dans laquelle ils se situent. Alors que l'unité linguistique de la France, acquise après la guerre de 14, est à peu près définitive, sauf pour quelques régions périphériques, donne aux Français
une image de la langue qui est partiellement artificielle et qui fait qu'on a le sentiment que la langue qu'on parle, comme c'est la seule et qu'elle n'est pas compromise directement par d'autres usages, est en prise directe avec les choses, avec la réalité, avec la pensée. Alors que la prise en considération des autres langues, évidemment, elle existe, mais elle est souvent pédagogique, mais elle n'est pas vécue d'une manière profonde. Même le langage des banlieues, par exemple, dans lequel les locuteurs sont des gens qui ont une deuxième langue, souvent l'arabe, parfois le berbère, parfois le créole des Caraïbes, elle est conçue comme on va vers la langue comme une unité. Et ceci sert à garantir l'unité, mais en même temps appauvrit un petit peu cette pratique de la langue. Parce que je crois que le remède, c'est la pratique d'un bilinguisme maîtrisé et qui ne soit pas un bilinguisme imposé. Parce qu'évidemment, les bilinguismes imposés du type colonial, c'est d'une autre nature. Et puis, tout ça, ça a été très bien étudié par les sociolinguistes, les plus actifs ayant été ceux des États-Unis, parce que c'est une société qui est tellement plurilingue, avec des origines très, très variées, que pour le sociologue, c'est évidemment un endroit d'étude. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, une ville comme Londres ou une ville comme Paris est aussi plurilingue que New York. Donc, on se trouve devant une situation qui est celle de la mondialisation, dans laquelle les langues sont perçues, mais elles ne peuvent plus être perçues correctement si elles sont perçues en faisant abstraction des langues qui les entourent ou qui les pénètrent, ou diront certains qui les menacent. Mais la question n'est pas tellement de ça, parce que quand on a parlé au XVIe siècle de défense et illustration, il s'agissait de se défendre contre une langue morte et en train de mourir, qui était le latin, et non pas de lutter contre une langue vivante à côté, ce qui est un tout autre problème. Donc en fait, c'est l'échange entre les langues qui peut garantir l'unité profonde de chacune et les différences, parce que chaque langue propose et impose une façon de percevoir le monde. Ça, c'est une chose qui a été exprimée théoriquement par des linguistes, surtout aux États-Unis, dans leur considération de la multiplicité des langues amérindiennes, par exemple. Quand il s'est agi de traduire la Bible, par exemple, dans 30 ou 40 langues indiennes d'Amérique du Sud, il y a une école dont la raison d'être était l'évangélisation protestante, le grand théoricien étant Eugène Naeda, qui était quelqu'un d'originaire d'Europe centrale, comme par hasard, et installé aux États-Unis, et qui a compris que la pluralité des langues était une garantie de leur propre vitalité si on était capable de reconnaître leur unité profonde. Et la traduction n'est pas une négation de leur unité, c'est au contraire la façon de passer de l'une à l'autre en respectant les éléments fondamentaux. C'est pour ça que quand on se plaint de l'abondance des anglicismes en langue française, je crois qu'on se trompe un peu de danger, parce que une langue, l'anglais le prouve même, peut absorber une quantité considérable d'emprunts étrangers sans être affectée. En revanche, quand on commence à inverser l'ordre des mots, à mettre les adjectifs avant le nom au lieu de les mettre après, à mettre les verbes, si on avait une influence de l'allemand, après le complément, là, on aurait une véritable menace. C'est ce qui s'est passé en ancien français quand on a perdu les formes différentes des noms par rapport à leur situation dans la phrase. Le sujet, il y a une forme différente du complément. Bon, nominatif et accusatif latin, on a continué à parler des cas du latin en langue française alors qu'il n'y en avait plus, mais il y en a eu jusqu'au XIIIe siècle. Voilà, on m'annonce que j'ai parlé trop longtemps, ça ne m'étonne pas, j'ai l'habitude. Je vais donc, puisque la BNF va fermer, ce qui est son droit le plus absolu, je vais fermer mon propre clapet en vous souhaitant une bonne soirée et en vous conviant...